Bonjour à tous, cette vidéo sur les équations différentielles, les derniers exercices en fait, qu'on devait faire ensemble. Encore désolée pour ces changements de dernière minute. Voilà, donc je vais corriger avec vous le 34, l'extrait 1 aussi de bac. En fait, du coup, je vais en faire plus hein, sûrement que ce qu'on aurait fait en classe, que je pense qu'on n'aurait pas eu le temps de faire autant de choses que ce que je vais vous faire là. Mais je l'aurais peut-être basculé sur le lendemain et on aurait sûrement entamé un autre chapitre. Donc là, plutôt que de basculer sur le lendemain, je vous fais tout et au moins on aura plus de temps pour le nouveau chapitre. Voilà, c'est ça l'idée. Donc le 34, l'extrait 1, qui était un exercice. Alors attendez, j'en ai juste. Ok, super. Je reprends, ça a sauté. C'est pas grave. Les aléas, hein, toujours. Donc, oui, voilà, donc je disais, il y avait le 34, donc celui-là, et ensuite il y avait l'extrait 1 qui est donc un exercice complet de bac. Je me souviens plus du barème, mais c'était 4 ou 5 points. Et voilà, bon, on en parlera, mais c'était plutôt des points assez simples à prendre pour la plupart des questions. Il y a toujours une ou deux questions qui posent plus problème, mais dans l'ensemble, ça allait. Et après, donc je vous avais mis, alors ça vous l'aviez pas encore, mais vous pouvez le trouver sur Pronote ou dans le Drive, les extraits suivants. Donc le 2 et le 3, j'avais imaginé que vous le feriez en tout cas plutôt chez vous, parce que vous allez voir que ça traite de choses qu'on a déjà traitées dans les exercices. Sauf, alors attention, cette dernière question, elle est pour l'instant hors programme, ça porte sur le dernier chapitre de fonctions qu'on n'a pas encore vu, là, le calcul intégral. Enfin un des derniers chapitres. Donc voilà, mais toutes les autres, vous pouvez les faire et donc c'est un bon entraînement. Dans le 3, même principe, quasiment tout était faisable, je crois même tout, il me semble, dans celui-là. Et en fait, la partie, donc il y a une partie fonction, suite, pardon, qui est intéressante avec de l'algo. Et après, la partie équadif, elle est assez classique. Donc c'est un bon entraînement, mais il n'y a pas forcément besoin de le faire avec moi. S'il y a des questions, évidemment, n'hésitez pas, mais voilà, comme on peut pas tout faire en classe, j'avais choisi plutôt de jeter mon dévolu sur le 4. On en parlera après, tout à l'heure. Le corrigé détaillé, d'ailleurs, vous l'avez sur le Drive ou sur Pronote, hein. Mais je vais tout le commenter et vous allez voir que cet exercice-là, pour le coup, pouvait poser problème à certains endroits, il était assez long. Il était affiché sur 5 points, alors je me demande si c'est pas une erreur parce qu'il est vraiment long pour 5 points. Bon, c'est 5 ou 6, hein, de toute façon, il n'y a pas d'exo sur 8 points au bac, mais je pense que c'était plutôt 6 points. Donc il y avait toute une partie fonction assez classique, mais pas si simple, hein, on en parlera. Et après une partie équadif, euh, pas forcément très classique, voilà, qui porte en fait sur le même principe de résolution justement que le numéro 34. C'est pour ça aussi que je voulais qu'on fasse le 34, qui est basé sur le modèle de Verhulst. Donc voilà, c'est un type d'exercice un peu plus particulier. Voilà. Donc ça c'est pour le programme et donc maintenant on se lance. Du coup le 34 et l'extrait 1 je vais les rédiger avec vous et donc l'extrait 4 je prendrai la rédaction que j'ai déjà déposée et je ferai juste, je détaillerai simplement parce que sinon ça fait une vidéo qui dure 2 heures hein, donc, donc c'est assez long je pense et pour vous et pour moi. Donc j'ai essayé de faire un entre-deux. Donc, alors, le 34, qui est présenté comme un exercice d'entraînement, mais qui pourrait être un exercice de bac, hein, je précise. Je réfléchis simplement, est-ce que peut-être on aurait posé deux, trois petites questions supplémentaires pour détailler et donner un petit peu de points aussi au début, mais sinon, on a vraiment quelque chose qui ressemble à un type bac. Donc, je pense qu'il faut le travailler comme tel. Alors, qu'est-ce qu'on nous disait? En plus, il y a un contexte. Donc, vraiment, ils aiment bien ça au bac aussi. Donc, qu'est-ce qu'on nous disait? On nous disait en 1980, 10 000 ménages vivant en France étaient équipés d'un ordinateur, ce qui est assez faible. Vous imaginez bien, vu le nombre d'habitants qu'on a en France et donc le nombre de ménages, qu'on appelle un ménage, donc un foyer, hein. On note F de T, le nombre de ces ménages, en millions, donc ça c'est intéressant et important, il faudra bien s'en souvenir pour plus tard. Et T, c'est le nombre d'années passées après 1980. Donc T forcément positif. Et donc voilà, le modèle de Verhulst, dont je parlais, qui est un modèle où on a des équadifs de ce type, là, comme on vous donne y' égale, donc vous avez une constante en général devant, fois y fois une constante moins y. Voilà. Ce qui est pas si simple, parce que ça veut dire que si je développe, ça fait justement 0,44y moins 0,022y carré. Et donc c'est là qu'on se rend compte que, bon, s'il y avait que 0,44y,
c'est du AY, donc ça on saurait faire, sauf que là, à côté du AY, on a un truc qui n'est pas constant du tout. Et donc on a vu hein, que quand c'est pas constant, il y a une procédure à suivre qui n'est pas forcément tout le temps la même, ça dépend de la tête de la fonction. Et donc justement, quand on est dans un cas comme ça, on n'est pas censé en terminale savoir tout faire tout seul, et donc on doit suivre les indications petit à petit pour arriver à résoudre l'équation différentielle. Voilà. Donc justement, ça commence dès le départ, hein. On vous dit, f est donc une solution de dans ce modèle en tout cas, de cette équation différentielle qui est compliquée. Bon, f, je rappelle que c'est censé être le nombre de foyers équipés d'un ordinateur. Et donc on vous dit, on pose u égale 1 sur f. Et c'est ça c'est ce type d'exercice justement qu'on n'avait pas encore fait. Je voulais absolument le faire avec vous. Et c'est celui-là justement qu'on va retrouver dans l'extrait 4 tout à l'heure, ce que je disais quand je vous ai présenté ce que j'allais faire. Et donc la fameuse question, hein, démontrer que f est solution de E1, donc E1 c'est celle qu'on veut résoudre, si et seulement si U. Donc d'habitude c'est plutôt f-g, sauf que là il suffit pas de faire f-g, ça marchera pas, ou en tout cas on nous le fait pas résoudre comme ça, on nous a pas donné une solution particulière, là on fait autrement. Donc on va essayer de montrer que dire que f est solution de E1, c'est pareil, c'est équivalent à dire que U, donc 1 sur f, est solution de l'équation y' égale moins 0,44y plus 0,022, qui, elle, comme par hasard, fait partie des équations différentielles que l'on sait résoudre. Voilà. Donc l'idée, encore une fois, c'est on vous ramène, alors il faut suivre les indications, hein, bien sûr, mais on fait en sorte de vous ramener vers une équation que vous savez résoudre. Et après, à partir de là, on déduira les solutions de l'équation de départ qu'on ne savait pas résoudre. Donc, alors, on y va. Alors, je vais écrire plutôt par là. Je vais faire un peu plus d'espace. On va faire ça. Et on va prendre une couleur plus adaptée. Voilà. Alors, le 34, donc... donc, première question, petit a, on doit donc démontrer une équivalence. J'insiste juste sur un petit point, ils l'ont pas dit là dans l'énoncé, mais je pense qu'il faut quand même préciser. F de t, c'est le nombre de ménages. On suppose qu'il ne s'annule pas. Hein, c'est-à-dire que le nombre de gens équipés de ménages équipés d'un ordinateur, il n'était pas de 0 en 1980. On imagine bien qu'il n'a jamais été à 0 depuis. Hein. Donc f de t ne s'annule pas. C'est pour ça qu'on peut faire 1 sur f de t et qu'on va récupérer une fonction u qui est toujours dérivable, puisqu'on était parti d'une fonction f au départ qui l'était. Elle était dérivable puisqu'elle était solution de l'équation différentielle. Hein. Donc u, on a le droit de le dériver, elle est bien définie, il n'y a pas de souci. C'est un détail, mais qui est quand même important, parce qu'il suffirait que f s'annule et on aurait un petit souci quand même, et de définition et de dérivabilité. Donc là, on a bien f qui s'annule pas, et donc on peut poser u égale 1 sur f, ok. Donc, vous vous rappelez que dans ces équivalences, souvent, c'est pas tout le temps le cas, mais souvent, je vous ai dit, le plus facile, c'est quand même de partir du côté où qu'on exprime en fonction de f et pas forcément du côté avec f, parce que si on part du côté avec f, il faudra faire apparaître le u. Alors que si on part de u, il contient déjà le f, donc c'est à nous, après, par déduction, d'arriver à montrer que f est solution. Donc, je vais garder ce principe. Je vais partir donc de l'autre côté de l'équivalence, c'est-à-dire je vais partir du fait que U est solution de E2. Vous l'avez dans l'énoncé, hein, je ne vais pas tout réécrire, je vais les surligner. Voilà, là j'ai E2 et là j'ai E1. Ça évitera de les réécrire à chaque fois parce que c'est un peu long. Donc U est solution de E2, si et seulement si. Donc ça revient à mettre un équivalent si on formalise mathématiquement. Donc on est d'accord que U est solution de cette équation différentielle si justement U' égale moins 0,44U plus 0,022. C'est ça qui fait que cette solution, c'est qu'elle satisfait l'équation, elle satisfait l'égalité. Ok. Maintenant, je sais que U c'est 1 sur F, donc à un moment je vais quand même m'en servir, surtout que le but c'est de revenir à F hein, quand même. Donc ça revient à dire que 1 sur F prime. Attention, le prime n'est pas que sur le f, c'est tout u qu'on dérive, donc c'est 1 sur f. Et on fait bien attention parce que ce sont des fonctions, donc il y a des formules hein, derrière, donc on ne met pas les primes n'importe où. Et donc u c'est 1 sur f, donc là j'ai moins 0,44 fois 1 sur f plus 0,022. Ok.
Justement, 1 sur f, c'est comme 1 sur u ou 1 sur v, là, dans nos formules. Quand je dérive, ça fait moins f' sur f carré égale moins 0,44 sur f plus 0,022. Et donc là, on se dit, ouais, super, bon, on n'est quand même pas hein, à l'équation de départ, vous l'avez sous les yeux, là, E1, elle est à gauche de l'écran. Bon, on n'y est pas, quoi, hein, parce que nous, on voudrait f' égale, admettons que je prenne la forme développée, là, que j'ai écrite, on voudrait donc f' égale, je vais la surligner d'ailleurs, tiens, voilà, celle-là, elle est intéressante aussi, 0,44 f moins 0,022 f carré, c'est ça qu'on voudrait. Donc on se dit, bon ok, on n'a pas ce qu'il faut, mais on a les bonnes constantes, donc finalement, peut-être juste se débarrasser des fractions. Donc on se dit, bah, multiplions par f carré. De toute façon, f est une fonction qui ne s'annule pas, donc a priori, il n'y a pas de problème, on peut multiplier par f carré en conservant notre équivalence. Donc ça me fait moins f' égale moins 0,44 sur f fois f carré, ça élimine 1 f, il en reste 1, donc fois f, plus 0,022 f carré. Et comme on veut juste f', on n'a plus qu'à changer les signes, à multiplier par moins 1. Donc ça me fait 0,44 f moins 0,022, 0,022, oui c'est ça, f carré. Autrement dit, si vous regardez bien l'équation, on a bien récupéré que f est solution de E1. Voilà, donc en gros, si on arrive à résoudre E2, on arrivera à trouver les solutions de E1, puisqu'il y a un lien direct. En gros, les solutions de l'un sont les inverses des solutions de l'autre. De l'une, plutôt. Sont les inverses des solutions de l'autre. Donc, maintenant, on me demande justement, question 2, donc là, enfin la A, je l'ai faite, je suis à la B, pardon. Déterminer l'ensemble des solutions de E2. Donc la E2, c'est celle qui est dans notre cours, qu'on sait résoudre. Donc ça, pas de souci, je la réécris quand même pour qu'on l'ait sous les yeux. On a donc moins 0,44y plus 0,022. Bon. On sait là que c'est de la forme AY plus B, donc ça on sait faire. Donc soit vous écrivez toute la phrase, soit vous mettez directement l'ensemble des solutions. Alors je vais peut-être juste faire le calcul quand même avant d'écrire S. Donc y de x, alors est-ce qu'ils mettent x? Après je vois qu'à la fin de l'exercice ils mettent t, donc on va mettre des t comme variable. Donc y de t, ce serait k exponentielle at, donc ici c'est moins 0,44 le a, moins b sur a, donc moins 0,022 sur a qui est égal à moins 0,44. Bon, donc je simplifie ça quand même avant de faire ma conclusion de toutes les solutions. Donc k exponentielle moins 0,44t et moins, alors en fait 0,44 c'est 20 fois 0,022. On voit bien qu'il y a un rapport de 2 et en fait il y a un 0 en plus, donc c'est 20 fois. Ce qui veut dire qu'il va nous rester plus 1 sur 20 quand on simplifie. Et avec k bien sûr, hein, qui se balade dans R. Donc ça veut dire qu'on a une infinité de solutions qui sont des fonctions et chacune est une fonction du type qui à t associe k exponentielle moins 0,44t plus 1 sur 20 avec k appartenant à R. Voilà donc l'ensemble des solutions. Alors je vais l'appeler SE2, c'est les solutions de E2. Donc ça, c'est celle qu'on sait résoudre. Très bien. Maintenant, on va nous demander d'en déduire les solutions. Et oui, en déduire les solutions de E1, en toute logique. Bon, on a montré que, justement, donc nous on veut F solution de E1. Donc on a montré que F est solution de E1. Si et seulement si, donc, je vais peut-être l'écrire en toutes lettres, si et seulement si, 1 sur F est solution de E2. Bon, ben ça tombe bien, E2 c'est bon, on a les solutions. Donc, ben oui, à la limite, on peut continuer notre raisonnement. Comme 1 sur F est censé être solution de E2 et que les solutions de E2, on sait qu'elles s'écrivent. Je vais faire comme ça. Ah non, c'est pas X, on a dit que c'était T. Donc, c'est les fonctions qui à T associent K exponentielle moins 0,44T plus 1 sur 20. Voilà. Donc, avec K appartenant à R, toujours. En fait, c'est-à-dire qu'il existe au moins un K qui permet d'écrire 1 sur F. En fait, ils vont tous être bons, puisque toutes les solutions de E2 vont donner une solution de E1, forcément.
Je suis juste en train de réfléchir. Attendez, parce qu'on vous mettait des intervalles. Oui, non, mais c'est bon en fait. Si, si, parce que c'est bon. C'est t qui est de toute façon. Quand on nous dit sur 0,40, oui, c'est t qui est sur 0,40. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y a rien à spécifier de particulier. Donc, si et seulement si 1 sur f, blablabla. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 sur f de t, c'est égal à k exponentielle moins 0,44t plus 1 sur 20, avec, donc, je vais préciser quand même deux choses, k appartenant à r et t appartenant à 0,40. On va quand même l'écrire à un moment, parce que on n'est pas sur r en réalité, hein, ils ont limité le t. Donc t, c'est le nombre d'années après 1980, en fait ils vont jusqu'en 2020, quoi. Je ne sais pas pourquoi, ils ne précisent pas, mais bon, on va prendre l'énoncé tel qu'il est. Et nous, on veut f de t. Donc, on va prendre l'inverse de tout ça. Alors, ce ne sont... on avait pris de toute façon des fonctions qui ne s'annulaient pas. Alors juste, c'est là où, vous voyez, bon... alors, il passe des choses sous silence, hein, bon, en même temps... Mais... parce que bon, le k exponentiel moins 0,44t plus 1 sur 20 pourrait s'annuler en réalité. Hein. Bon, comme on l'a défini comme 1 sur f de t égale et que 1 sur f de t ça peut pas s'annuler, on suppose qu'on prend des valeurs de k qui vont faire que ça ne s'annule pas. Mais bon, on nous demande pas tout ça, alors je passe sous silence, mais je trouve que c'est quand même intéressant de s'interroger là-dessus. Donc... parce que bon, si k est négatif, si k est positif, il n'y a aucun souci. Mais si k est négatif, il peut y avoir une valeur interdite là dans l'histoire. Hein. Bon, je vous laisse réfléchir, mais enfin, on peut trouver en tout cas un t qui donne une valeur interdite. Bon, bref, je passe pour tout ça. Donc f de t égale, on aurait ça, avec toujours la même chose. Et donc en fait, on y est, il n'y a plus qu'à... écrire ça de façon un petit peu plus jolie. Donc au dénominateur, on va tout mettre sur 20. Donc ça fait 20k exponentielle moins 0,44t plus 1, le tout sur 20. Et ensuite, on renverse, donc on fait 1 fois et on prend l'inverse de la fraction qui est en dessous, qui est au dénominateur. Et donc ça va nous donner 20 sur 20k exponentielle moins 0,44t plus 1. Voilà, avec k toujours appartenant à r était sur 0,40. Voilà, donc ça nous a permis d'obtenir une expression de f de t. Donc f est solution de E1 à la fin, si et seulement si f de t égale. Et donc on a trouvé au final les solutions de E1. Je ne sais plus comment on nous posait la question, mais je crois que c'était ça, l'ensemble, voilà. Donc on pourrait l'écrire bien sûr avec S. Hein. Donc là c'est E1. Donc si je prends l'ensemble des solutions, c'est donc les... non, le cas il n'est pas là, pardon. C'est 20 sur 20k exponentielle moins 0,44t plus 1, le tout dénominateur, hein, avec k appartenant à R. Voilà, mais bon, comme je disais, il y a des petites précisions qui ne sont pas données. Bon, en réalité, faudrait prendre des cas qui marchent bien. Mais bon, passons. Ils vont pas aussi loin dans les détails. Je pense que d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils restreignent le T. J'ai pas fait les calculs, mais ça doit sûrement éviter qu'il y ait une valeur interdite. Je sais pas. Faudrait vérifier. Bon, peu importe. Là, de toute façon, ce que je voulais vous montrer, pour l'instant, en tout cas, c'est surtout le principe. Après, ceux qui arrivent à gamberger plus loin, c'est bien. Hein. Mais c'est pas forcément le but, le premier but de l'exercice. Donc, la question C, on a fait. Donc, on a, au final, on a résolu E1. Donc, hein, on a résolu E1 sur 0,40. Et là, on nous dit démontrer alors que la fonction f est définie sur. Et là, on nous dit là. Vous voyez, c'est... Parce que là, nous, on a donné l'ensemble des solutions, on n'a pas forcément trouvé là. Parce qu'effectivement, il n'y a pas une infinité de fonctions qui peuvent correspondre à notre nombre de foyers. Là, hein. Le nombre de foyers, il ne peut pas dépendre de k, en fait. C'est forcément une seule fonction qui marche. Donc, en gros, on nous demande de trouver la bonne valeur de k, celle qui va donner la fonction qu'on veut. Et donc, il y a une information, forcément, qu'on n'a pas encore utilisée. Je n'ai pas trop insisté pour l'instant dessus. C'est le tout début, en fait. Au tout début, on nous dit, en 1980, 10 000 ménages sont équipés d'un ordinateur.
Ce qui veut dire qu'on nous donne une image de cette fonction. On nous dit quand t vaut 0, quand on est en 80, le résultat, ça doit être 10 000 ménages. Et comme c'est en millions, ça fait donc 0,01 million de ménages. Donc ça veut dire que ce qu'on n'a pas exploité, je vais le faire à côté là, ce qu'on n'a pas exploité, c'est le fait que f de 0, c'est égal à 0,01. Je rappelle que c'est exprimé en millions, donc 10 000, c'est 0,01. Et comme on sait que f de 0 égale 0,01, ça veut dire qu'on cherche k, réel bien sûr, tel que... Donc je reprends la forme de ma fonction, je remplace t par 0 et je sais que je dois trouver 0,01. Donc 20 sur 20k e de 0 plus 1, c'est censé donner 0,01. Donc maintenant, on va chercher k, c'est pas très très dur. Donc ça nous fait 20 sur 20k plus 1 égale 0,01. Donc là aussi, on suppose que k ne vaut pas moins 1 vingtième. C'est sous-entendu en fait tout ça. Parce qu'on a sinon une valeur interdite. Donc bon, je vais le noter quand même quelque part. Voilà, on va partir du fait que k n'est pas égal à moins 1 vingtième. Donc je peux multiplier par 20k plus 1 sans perdre ou ajouter des solutions à l'équation, puisque de toute façon la valeur moins 1 vingtième elle est exclue. Donc ça me fait 20 égale 0,01 fois 20k plus 1. Du coup, ça nous fait 20 égale, alors 0,01 fois 20, ça fait 0,2, donc 0,2k plus 0,01. Et donc k, il va être égal à 20 moins 0,01 sur 0,2. Donc ça fait 19,99 sur 0,2. C'est-à-dire, ça doit faire 19... attendez, je réfléchis. Avant de dire des bêtises. 99,95. Parce que si on divise par 2, ça fait 9,995, c'est ça. Ok, donc 99,95. Et donc après, on réintègre ça, on réinjecte ça dans notre fonction. Donc f de x égale, donc c'est 20 sur 20k, c'est-à-dire 20 fois, j'ai dit combien, 99,95, exponentielle moins 0,44x. Ah oui, c'est pas des x, c'était des t, pardon. Donc t plus 1. Et il s'avère que ça, justement, ça fait 1999. Et donc, c'est ce qu'on nous avait demandé. Donc, ça fait bien 20 sur 1999 e moins 0,44t plus 1. Voilà donc pour cette fonction f de t. Donc là, on a fait la D, et il ne nous reste plus que la toute dernière, qui n'est pas très très dure si on fait bien attention, vous allez voir. Donc d'après l'INSEE, en 2014, donc on est toujours dans l'intervalle d'étude de notre fonction, là, puisque je rappelle que t allait jusqu'à 40, et on part de 1980, donc on va jusqu'à 2020. Donc en 2014, justement, on essaye de vérifier si ce modèle est vrai, et donc on fait un sondage, l'INSEE fait un sondage, fait un recensement, et donc on se rend compte que il y en a 28 765,9. Ah oui, pardon, il y a 28 765,9 milliers de ménages, et il y en a 78,8% qui sont équipés d'un ordinateur. Donc déjà, on va voir combien ça fait de ménages, cette histoire, et après on verra du coup si l'estimation tombe juste. L'estimation donc de notre modèle à nous, là, de Verust. Alors déjà, 78,8%, donc ça je vais le faire à la calculatrice, parce que je vous avoue que ça de tête, j'ai mes limites. Donc 0,788 fois 28 765,9. On est donc à 22 000, à peu près 22 668 ménages. Alors, je vais le faire là, donc ça c'est la question 2. Donc déjà, 68,8% de 28 765,9, ça fait... En fait, exactement, ça fait 22 667,5292, donc environ 22 668 ménages.
équipés en 2014. Donc ça, c'est la réalité. Et donc, on veut voir justement si ce modèle, il est intéressant ou pas pour éventuellement peut-être continuer à l'appliquer. C'est ça l'idée, hein. Donc, nous, avec le modèle, on va calculer, donc 2014, c'est 1980 plus 34. Donc, il nous faut f de 34. Pour savoir justement le modèle, combien lui il prédisait en 2014. Donc si je remplace par 34, donc dans ce qu'on vient de trouver, donc c'est 20 sur 1999 exponentielle moins 0,44 fois 34, il manque un 4, 1 plus 1. Bon, ça aussi, ce sera à la calculatrice, hein. Donc, 20 sur... ça c'est bon. Donc, moi, j'obtiens environ 19,900... je vais mettre 98, 73. Donc, si j'écris en... Donc ça, c'est en millions. Ah oui, non, pardon, ça d'ailleurs, c'était pas... n'importe quoi. C'est pas le nombre de ménages, bien sûr, ce serait pas beaucoup. Là, c'est milliers de ménages. De ménages. Autrement dit, il y avait 22,668 millions de ménages. C'est énorme. On partait de 0,01 quand même, hein, je vous rappelle. À tel point que je vais quand même vérifier si j'ai bien lu, mais c'est ça, il me semble. Oui, c'est ça, on avait 28 766 milliers de ménages, c'est ça. Non, c'est ça. Donc ça fait bien 22 668 milliers, autrement dit 22 millions 668. Et donc, comme là, je trouve que 19,987, disons, je suis nettement en dessous de la réalité. C'est quand même nettement en dessous, hein. Il y a... c'est pas rien, quoi. Je veux dire, on a oui, 3. Il y a 3 millions de ménages d'écart. Donc, 668. L'estimation est donc nettement en dessous de la réalité. Et c'est pour ça qu'on considère au final que le modèle n'est pas si bon. Il était peut-être bon sur les premières années, mais l'expansion a été bien plus élevée encore que ce qu'imaginait ce modèle. Les modèles, de toute façon, sont toujours difficiles à faire tenir sur un grand temps, et notamment sur ce dernier siècle où en fait beaucoup de choses bougent très vite. Donc les modèles sont mis à dure épreuve, à rude épreuve, on dit plutôt, parce que justement, on n'imagine pas forcément, on a toujours du mal à imaginer à long terme ce qui va se passer et à quelle vitesse. Voilà, donc là justement, ce modèle qui est pourtant un modèle connu, hein, ne tient pas la route au final sur un long terme. Voilà. Le 35, pour ceux que ça intéresse, c'est un bon entraînement. C'est la même chose, mais il y a beaucoup moins, il y a moins de questions. Enfin, vous verrez que c'est plus rapide. Donc ceux qui veulent s'entraîner, vous pouvez. De toute façon, c'est assez facile de voir si vous tombez juste ou pas, hein, sur ce type d'exercice. Donc n'hésitez pas. Après, donc l'extrait de bac 1. Alors en fait, c'était dans un sujet 0, pour être tout à fait exact, lors de la toute dernière mouture, dernière mouture du bac, il y a 2 ou 3 ans, là, quand ils l'ont de nouveau changé. C'est-à-dire qu'au départ, il était en mars, maintenant il est en juin. Et donc quand ils l'ont mis en juin, ils ont sorti des sujets 0, puisqu'il y avait justement des thèmes qui n'avaient jamais, enfin en tout cas depuis que la réforme avait été, enfin que le système avait été refondu, que ces thèmes-là n'avaient jamais été évalués au bac. Donc vous avez sorti des sujets 0. Voilà. Et donc ça, c'était un exercice du sujet 0 qui est complet. Je crois que c'était 5 points là aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est 5 ou 4 ou 5. Ouais. Donc, moi je vous avais laissé que la partie 1 parce que c'est celle qui traite des équadifs. Maintenant, je vous propose quand même de vous donner une correction de la partie 2 tant que j'y suis, mais la partie 2 n'est pas sur les équations différentielles. Alors, donc, on y va. Extrait 1. Donc la toute première partie, sauf si vous voulez revenir, on en reparlera en classe, mais ça a beau parler des équadifs, c'est ce qu'on est en train de faire, mais vous allez voir qu'il n'y a pas de grosses difficultés, donc pour certaines questions, je vais aller assez vite, hein, peut-être pas besoin que je explique tout à chaque fois. Bon, en tout cas, j'écris donc l'équation qu'on veut résoudre au départ, y' plus y égale de moins x, donc là aussi, on retrouve le y' plus ay égale, et là, on n'a pas ni 0 ni une constante, donc on sait qu'il va y avoir une procédure à suivre dans l'exercice, à cause de e de moins x.
Et c'est assez classique. Première question, on nous fournit une solution particulière, donc on nous demande de vérifier que la fonction qui a x associe x exponentielle moins x est bien solution. Donc, u de x égale, alors, x de moins x. Pour savoir si c'est solution, il faut savoir si u' plus u vérifie l'égalité, donc il nous faut u'. Donc, toujours pour tout x, bien sûr, là on est sur R, il me semble. Ouais. On dérive u. Pour dériver u, c'est un produit, donc on fait u fois v. Sachant donc, alors je vais peut-être pas trop détailler la rédaction, alors je peux pas appeler u, parce que u c'est déjà pris, alors je vais mettre v, w. Donc j'ai v qui vaut x, w qui vaut e de moins x, donc ça se fait quand même très facilement. Donc v' ça fait 1 fois w, donc e de moins x, plus v fois dérivée de w, donc moins e de moins x. Je mets e de moins x en facteur, et donc je récupère 1 moins x facteur de e de moins x. Donc ça, c'est la dérivée de u. Ensuite, j'additionne u' et u pour voir si ça donne bien e de moins x, comme je le veux dans l'équation. Donc u' de x plus u de x, ça fait x de moins x plus 1 moins x de moins x. Et on voit bien qu'effectivement, soit vous développez, soit vous mettez en facteur. En tout cas, les x se simplifient, et donc il nous reste e de moins x. C'était bien ce qu'on voulait. Donc on peut en déduire que u est une solution particulière, en tout cas une solution, encore une fois particulière, ça veut dire une solution en particulier. Donc on en prend une de l'ensemble des solutions. C'est tout, ça ne veut pas dire qu'elle est plus spéciale qu'une autre. Hein. Parfois c'est une constante, donc elle est spéciale, mais c'est tout. Hein. C'est une solution quoi. Une solution particulière, donc de E. Ok, première question, c'est bon. Deuxième question, on nous dit de résoudre l'équation différentielle E'. Donc E', c'est y' plus y égale 0. On est vraiment sur les équations de base du cours. Donc ça, c'est une question sur laquelle on va gagner des points, normalement. Donc y' plus y égale 0. Attendez, je regarde juste. Pardon, ça a fait tout sauter, c'est pas grave. J'y reviens. Je vais vérifier juste qu'il n'y avait pas de souci avec l'enregistrement. Donc, normalement, c'est bon. Du coup, on veut résoudre ça. Donc ça, on l'a dans le cours. Ok, voilà. Je suis désolée, hein, j'ai les logiciels. Alors l'autre fois, c'était encore d'autres problèmes. Là, aujourd'hui, on en a encore d'autres. Hein. J'espère juste qu'il ne m'a pas tout enlevé. Oui, non, c'est bon. Il m'a tout gardé. Dans ce cas-là, c'est rien. Bon. Donc, je disais, y' plus y égale à 0, c'est donc exactement celles qu'on a dans le cours qui sont très simples, du type y' égale à y. Et donc, on peut directement donner l'ensemble des solutions, qui va donc consister en toutes les fonctions qui à x associent k exponentielle moins x. Le a vaut moins 1, donc ax, ça fait moins x, avec k appartenant à R. Donc voilà toutes les solutions de E'. D'ailleurs, je vais le préciser là aussi, solution de E'. Ok, donc ça, c'est la facile. Après, on nous demande en déduire. Donc là, vous voyez, c'est intéressant parce que dans ce sujet-là, on ne vous demandait pas de démontrer le pourquoi du comment. On vous demande juste, ok, on vous a donné une solution particulière, déduisez-en l'ensemble de toutes les solutions de l'équation de départ. Donc là, il faut juste se souvenir du cours, se souvenir de ce qu'on démontre à chaque fois en fait. Hein. C'est-à-dire que quand on a une solution particulière, il suffit d'additionner toutes les solutions de l'équation homogène, c'est-à-dire celle, la facile là, celle où on vous met 0 à la place de la fonction là en jeu, avec donc la solution particulière. Donc ici, on va juste rappeler tout ce qu'on sait, mais bon. Donc, on sait que U est une solution particulière de E, donc c'était bien celle de départ. De plus, on sait que les solutions de E' sont les fonctions, et donc là on va donner justement ce qu'on vient de trouver là, donc I à x associe k e de moins x. D'ailleurs, vous pouvez même leur donner un nom, hein. Je ne sais pas si c'est bien, on peut les appeler FK. Donc,
Je dis ça, vous allez voir pourquoi après, mais si vous n'êtes pas obligé, hein. Donc l'ensemble des solutions de E, donc celle de départ, est constituée des fonctions donc justement, qu'est-ce qu'on fait? On prend la solution, les solutions générales, là, les FK, donc, auxquelles on additionne la solution particulière. Autrement dit, et donc là, je vais écrire la fonction de façon plus claire. Donc, autrement dit, les fonctions qui à x associent, donc je vais avoir k e de moins x, et j'ajoute la solution particulière qui était x e de moins x, donc plus x e de moins x, voilà. Et donc, tant qu'on y est, on va lui donner une jolie forme. On factorise par e de moins x, et donc on récupère cet ensemble de solutions. Donc, les solutions de E, ce sont les fonctions qui à x associent x plus k e de moins x, avec k appartenant à R. Voilà pour la 3. Et je crois qu'on a quasiment fini. Après, on nous demandait, bon ça c'est la question classique, de trouver l'unique solution G telle que G de 0 égale 2. Donc ça, normalement, vous commencez à savoir faire, hein. On a la forme générale, on cherche K. Je ne fais pas une grande rédaction, juste on sait que G s'écrit x plus K exponentielle moins x, donc je remplace x par 0. 0 plus K exponentielle 0 égale 2. Ça nous fait donc K égale 2. Donc, la fonction G, c'est la fonction qui à x associe x plus 2 exponentielle moins x. Voilà. Bon, donc ça, c'était ce que je vous avais demandé de préparer. Et j'espérais, donc ça vous permet d'avoir un repère aussi dans ce que je dis, hein, j'espérais là pour le coup que tout le monde ait su faire l'intégralité des questions de la partie 1. Parce que normalement, c'était largement à votre portée. Voilà, et la partie 2, comme je disais, tant qu'à c'est dommage de ne pas en parler, au moins on fait l'exercice en entier quand même. Elle est un peu particulière, mais bon, pourquoi pas. Donc en fait, on vous dit que, alors comme par hasard, ça aussi ça doit vous conforter, hein, normalement. Vous voyez, fk de x égale x plus k exponentielle moins x. C'est exactement les fonctions qu'on vient d'obtenir, qui étaient les solutions de l'équation différentielle de départ. Donc, bon, voilà, vous voyez ça, vous dites, ok, ça, a priori, je suis sur la bonne voie. Et on vous donne une autre fonction, exponentielle moins x, qu'on connaît déjà, normalement. C'est pour ça que vous allez voir la question 1, normalement, elle est assez basique. On vous dit qu'on a tracé les deux fonctions, hein, donc une forcément elle dépend de k. Alors on vous dit, bon, on l'appelle ck, sauf qu'on l'a tracé pour un cas bien particulier, mais justement, ça sera le but de la question 2, de trouver la valeur de k. Voilà. Et après, l'autre, donc exponentielle moins x, ça couvre, on l'a appelé c. Et on ne vous dit pas laquelle est qui, laquelle correspond à qui. Et on vous demande justement, première question, de savoir laquelle est la courbe C, c'est-à-dire la courbe de exponentielle moins x. Donc là, sincèrement, j'espère que ces points-là, vous les auriez, parce que même si vous connaissez rien à votre cours de terminale, vous prenez votre calculatrice, vous tracez exponentielle moins x, et vous allez bien voir laquelle c'est, hein, voilà. Donc pour ceux qui vraiment n'ont pas d'idée, vous faites ça et vous aurez vos points. Donc quand même, c'est pas violent, je pense. Maintenant, je pense que vous pouvez même gagner du temps pour ceux qui ont un peu de connaissances, puisque E de moins x, on l'a vu, on l'a rencontré quand on parlait des allures justement de courbes des solutions des équations différentielles, et je vous avais expliqué que justement c'est celle qui est symétrique par rapport à E de x, par rapport à l'axe des ordonnées, puisque E de x est croissante, E de moins x est décroissante, et donc c'est forcément celle-là, on n'a pas le choix, c'est celle en très plein. Et en plus, sinon, si vraiment vous ne pensez pas à la tracer sur la calculatrice, vous pouvez même calculer sa dérivée. Vous vous apercevez que sa dérivée elle est tout le temps négative, donc c'est une fonction qui est tout le temps décroissante. Donc ça ne peut pas être celle en pointillé, c'est forcément celle en très plein. Voilà, donc la courbe C, c'était celle-là, et donc CK, par déduction, c'est l'autre. Ok, bon, première question, c'était pas fou. Et deuxième question, par contre, elle est, on va voir, elle est un peu tordue, enfin, c'est pas une question habituelle. On vous dit en expliquant la démarche utilisée, déterminer la valeur du nombre réel k et placer sur l'annexe à rendre. Donc l'annexe, c'est ce que je vous ai mis en dessous, hein, avec la copie, l'unité sur chacun des axes du graphique.
Alors vous allez voir que enfin moi je trouve que l'énoncé est pas très, très bien posé parce qu'en réalité il s'agit d'utiliser vraiment le graphique, on a l'impression, qu'il faut tout faire de façon algébrique et en étant astucieux. En réalité, il y a quand même une partie graphique. Vous allez voir qu'il y a un moment, on fait quand même une hypothèse en utilisant le graphique, hein. Il n'y avait pas d'autre façon d'y arriver. Donc, 1re chose, si on vous a tracé E2-X, c'est pas pour rien, c'est pour vous donner un repère justement, pour savoir un peu où on va, dans les valeurs. Parce que E-X, on la connaît. Et E-X, notamment, on sait qu'en 0, elle vaut 1. Donc déjà, on nous demandait les unités sur les ordonnées et les abscisses, bah déjà, sur les ordonnées, on n'a pas le choix, c'est forcément là. Et c'est ça qui va nous... C'est là où je vous dis qu'il y a une partie vraiment purement graphique, qui va nous donner l'idée que là, c'est sûrement 2. Hein, voilà, si on pouvait prendre une règle et vérifier, a priori, si le dessin est à l'échelle, et c'est censé être le cas, sinon on l'aurait dit, euh, enfin, la valeur qui est là, l'intersection, elle est censée être à 2. Et là, on se dit, ah ben, est-ce que ça pourrait pas me donner la valeur de k par hasard? Parce que bon, tant qu'à faire. Parce que du coup, on a une des images de la fonction. Donc normalement, ça suffit pour la valeur de k. Donc justement, si on veut f de 0 égale 2, ben, rappelez-vous ce qu'on a fait. On nous a déjà demandé g de 0 égale 2 ici. Et c'est justement les solutions qui sont tracées là. Donc en fait, c'est que c'est la fonction g qui est tracée. Hein. Alors ceux qui n'auraient pas fait le lien, tant pis, vous recalculez, c'est pas grave. Hein, vous remplacez x par 0. Donc fk de 0, ça fait 0 plus k, vous allez voir qu'on fait le même calcul. Hein. Exponentielle 0, on sait que ça doit valoir 2, et donc vous retrouvez que k égale 2. Donc déjà, pour la valeur de k, c'est plié. K vaut 2. Bon, donc du coup, on sait qu'en fait, cette fonction-là, ce qui est tracé, c'est cg. En réalité, c'est la courbe de la fonction g qu'on avait tout à l'heure. Donc x plus 2 exponentielle moins x. X plus 2 exponentielle moins x. Voilà. En fait, tout ce que je dis là, vous êtes censé l'écrire. Bon, je vous avoue que je vais pas... Enfin, j'essaie de faire en sorte que les vidéos soient pas trop longues non plus. Elles sont déjà très longues. Mais bon, voilà, il suffit de dire ce que j'ai dit. Hein, c'est-à-dire que vous dites, bah, exponentielle pour h de 0 égale 1. Donc, bah, je peux placer mes unités sur l'axe des ordonnées. J'en déduis que l'intersection entre c, k et l'axe des ordonnées, elle est à 2. Donc, ça veut dire que l'image de 0 vaut 2. Et donc, je trouve que k égale 2. Voilà. Donc déjà, on a trouvé k, et après, il ne nous manque plus qu'à trouver donc, les unités sur l'axe des ordonnées, des abscisses, pardon, des abscisses. Et là, on se dit, bah, ok, la seule chose que j'ai pas encore exploitée, au final, c'est l'intersection ici. Donc, on peut chercher à quoi correspond l'intersection entre fk de x, alors c'est g en fait, hein, et h de x. Donc, bah, on résout, égal, puis on va voir. On va voir qu'en plus, c'est pas très compliqué. Donc là, je sais que c'est x plus 2 exponentielle moins x égale moins x. Bon. Donc ça me fait x plus 2 égale 1, si je divise tout par exponentielle moins x, qui est non nul, donc pas de problème, enfin qui ne s'annule pas, et donc x égale moins 1. Et donc on s'aperçoit qu'ici, en fait, on a moins 1. Donc on a nos unités, puisque après, il n'y a plus qu'à prendre le symétrique, et donc on va avoir 1. Bon, évidemment, vous le faites à la règle, hein, pour avoir quelque chose de précis. Et donc on est capable de retrouver les graduations sur les axes sans problème. Et donc on a répondu à la totalité de l'exercice. Voilà, donc cette deuxième question était un peu étrange, mais bon, pourquoi pas? Ça se fait et ça permet d'utiliser les connaissances sur l'exponentielle notamment. Voilà. Donc voilà pour donc cet extrait enfin ce sujet cet exercice en fait qui était dans un sujet de bac, qui est intéressant et qui était accessible, hein, donc c'est pour ça que je l'avais mis en premier. Donc comme je disais, le 2 et le 3, je les laisse à vos soins. Et moi, je vais vous parler du 4, qui était un peu long. Alors c'est pour ça que j'ai déjà rédigé et je vais me permettre juste de commenter. Je vais faire un aller-retour à chaque fois, hein, désolée pour vos yeux, votre mal de tête. Je vais faire un aller-retour entre le sujet et la correction à chaque fois. Donc, cet exercice-là, moi je le trouve vraiment très intéressant. Pas facile, mais c'est pour ça qu'il est intéressant, parce qu'en fait, vous avez quasiment tout le programme de fonctions dans le même exercice. Ça parle vraiment de beaucoup de choses. Ça parle de fonctions, de dérivées, de dérivées secondes, de convexité, de variation, d'exponentielle, de ln. Moins de ln, mais ça en parle aussi. Après, de savoir le quoi, c'est déjà pas mal, hein, tout ça. De tangentes, de primitives, ah oui, il y avait même ça. D'air, parce que, bon, les airs, on n'a pas encore vu, c'est avec le calcul intégral, mais il y avait même une question là-dessus. Donc, c'est vraiment un exercice complet.
Et en plus, il n'y a pas qu'une première partie, il y aura la deuxième partie où là, on aborde les équations différentielles. Donc c'est vraiment un sujet très intéressant, je pense, quand vous révisez le bac, parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que je voulais le faire avec vous. Donc on vous donne une fonction qui peut-être peut vous faire penser un petit peu aux fonctions qu'on avait tout à l'heure dans l'exercice 34. Et c'est pas un hasard, hein, on verra que la partie B nous ramènera à cet exercice-là. Bon, ils vous l'ont tracé, c'est pas hyper utile le tracé ici, mais ça nous donne une petite idée de la fonction, puis ça vous permet de valider certaines de vos réponses en fait. Donc c'est pas inintéressant, même si c'était pas central d'avoir on aurait pu le faire sans, on aurait pu faire l'exercice sans le schéma. On vous dit montrer que le point A de coordonnées ln de 5 et 3 appartient à la courbe. Ça, c'est une question de secondes. Donc maintenant, il faut savoir faire ce genre de choses. Ça veut dire qu'il faut juste vérifier que, parce que pour appartenir à la courbe de f, il faut que le point, il ait comme coordonnée x, f de x. C'est-à-dire que l'ordonnée doit être l'image de l'abscisse par la fonction f. Sinon, on n'est pas sur la courbe de f. C'est ça qui détermine qu'on est sur la courbe de la fonction ou pas. Donc, on calcule f de ln de 5 et on est censé trouver 3. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. Il n'y a pas de difficulté particulière, hein. Vous remplacez, vous calculez. C'est là qu'on utilise justement un peu le ln. On utilise principalement le fait que e de ln de 5, ça fait 5. Après, rien de très compliqué. Je rappelle que le corrigé, vous l'avez, hein, donc pas besoin de recopier frénétiquement. Vous l'avez, vous pouvez même l'imprimer, il n'y a pas de souci. Là, je m'en sers de support pour gagner du temps. Ensuite, deuxième question, vous demandez montrer que la droite y égale 6 est une asymptote. Donc, oui, j'ai pas pensé à le dire, il y avait même ça, il y avait les limites des asymptotes aussi. Alors, asymptote, y égale 6. Ça doit faire tilt dans votre tête, c'est une asymptote horizontale. Les y égales, ce sont les horizontales, les x égales, ce sont les verticales. Et les horizontales, on les obtient donc soit du côté droit, soit du côté gauche de notre courbe. Donc là, effectivement, quand on regarde, si on regarde un peu, là on a 6. Si on regarde du côté droit, il semble bien qu'on ait une asymptote au niveau de 6, donc y égale 6. Maintenant, comment ça se démontre? Soit vous utilisez votre graphique pour que ça vous revienne, soit votre cours, soit... Enfin, il faut qu'à un moment, vous ayez fait le lien entre les limites et les asymptotes, hein. Donc ça revient à calculer la limite en l'infini d'une fonction, et il faut trouver 6. Alors plus ou moins l'infini. Là, d'après le graphique, on voit que c'est en plus l'infini, donc on va plutôt se lancer sur celle-là. On calcule donc la limite en plus l'infini, et on explique pourquoi ça vaut 6. Donc c'est ce que j'ai fait. Là aussi, pas de difficulté notable. Donc voilà, je vous laisse voir ça. Franchement, c'est pas bien compliqué. Il suffisait de calculer e de moins x en plus infini, et après, c'est juste des sommes et des quotients. J'ai pas écrit d'ailleurs par quotient, bon, j'aurais pu. Voilà, et donc on en déduit, vu qu'on obtient bien 6, on en déduit que la droite d'équation y égale 6 est bien une asymptote horizontale en plus infini. Ensuite, sur les limites, j'allais dire il y avait que ça, il n'y avait pas que ça. En fait, il y a un peu plus loin où vous fait calculer la limite en moins l'infini aussi, mais c'est implicite. Oui, pardon, je ne suis pas revenu au bon endroit. La troisième question. On admet que f est dérivable, au moins vous savez que vous n'avez pas besoin de l'expliquer, et on note f' sa fonction dérivée. Ok, montrez que. Donc là, on vous donne le f'. C'est pas anodin, ça veut dire que si jamais vous vous en sortez pas dans votre calcul de dérivée, tant pis, mais pour la suite, vous utilisez la bonne forme. Et donc, vous pouvez continuer sans faire d'erreur, sans avoir de conséquences, sans avoir les problèmes des exos à tiroir, quoi. Voilà. Donc là, c'est un calcul de dérivée. Sincèrement, là aussi, il n'y a pas besoin, je pense, d'y passer trop de temps. On remarque que f, c'est 6 fois 1 sur u de x, en fait, avec u de x qui est 1 plus 5 de moins x. Et après, on applique la formule. Quand on dérive 1 sur u, je rappelle que ça donne moins u' sur u carré. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Il n'y avait rien de très compliqué, je vous le montre. Voilà, j'ai rédigé bien sûr, mais sinon rien de fou. Donc si ça me fait du coup 6 fois ça, moins 6, le moins je l'ai sorti, mais sinon rien de fou non plus. Et après, j'ai le 6 fois 5 qui donne 30. Voilà, franchement, même si vous la donnez pas, là normalement vous auriez dû la trouver, hein, mais bon, au moins vous êtes sûr quand il vous la donne, vous êtes sûr que vous êtes sur la bonne voie. La question d'après, je ne remontre pas l'énoncé, elle est logique, de toute façon, vous demandez les variations de la fonction, maintenant que vous avez la dérivée. Donc je rappelle que là, il y a pas mal de choses qui sont des évidences en termes de signes. Donc soit vous faites des phrases, vous pouvez dire le numérateur est positif parce que machin, le dénominateur est positif parce que machin, donc la dérivée est positive, donc la fonction est croissante.
Ah non, là en plus, non, là pardon, on vous demandait pas d'étudier le sens, on vous demandait un tableau complet. Oui. Oui, mais enfin bon, vous pourriez quand même faire des phrases pour la dérivée. Voilà. Et éviter les 2 premières lignes du tableau. Sinon, vous faites un tableau dans lequel vous faites apparaître tout ça. Ça fait moins de phrases, voilà. À côté du tableau, vous remarquez que j'ai quand même donné quelques explications. Parce que c'est pas non plus. E de moins x, c'est quand même pas e de x. Faut quand même expliquer un petit peu, hein. Donc, alors d'ailleurs, j'ai pas trop expliqué moi, mais bon, en fait, on pourrait l'écrire comme ça, hein, e de moins x égale 1 sur e de x, donc c'est bien positif pour tout x, strictement. Donc pas de souci, il n'y a pas d'endroit où ça s'annule. La deuxième ligne, j'ai écrit ça à côté pour montrer, parce que c'est positif, on le sait, c'est un carré. Par contre, il faudrait voir si ça s'annule ou pas. Donc j'ai juste résolu égal à 0 pour montrer qu'en fait, il n'y a pas de solution et que donc, effectivement, il n'y a pas de 0 sur la ligne. Je rappelle qu'une exponentielle ne peut pas être négative ni même égale à 0, hein, c'est pour ça ici que c'est impossible. Donc j'ai une dérivée qui est strictement positive tout le temps, et donc une fonction qui est strictement croissante. Et comme on nous demandait un tableau de variation complet, il nous faut les limites. Donc celle-là, elle était déjà calculée. En revanche, il me manquait la limite en moins l'infini. C'est là où je disais qu'il y avait un calcul de limite implicite. Voilà, donc je vous ai écrit le calcul en moins l'infini, qui est pas plus compliqué, hein, sincèrement, c'était pas dingue non plus. Il y a une toute petite composée au début, mais que vous pouvez traiter avec du 1 sur e de x si vous voulez. Donc, vous pouvez le faire par quotient si vous préférez. Et après, on insère ce résultat dans le quotient global et on récupère notre limite égale à 0. Et c'est effectivement ce qu'on observe sur le graphique du départ. Voilà, donc ça reste franchement très classique tout ça, hein. Mais ça permet de réviser, ça fait pas de mal. Donc on en arrive à la 4, où là, on aurait pu vous faire calculer la dérivée seconde, mais je pense que l'exercice était déjà trop long. Donc il vous la donne, il vous donne la dérivée seconde, en plus elle est déjà factorisée, donc nickel. Et on vous demande d'étudier la convexité de f, et d'expliquer pourquoi il y a un point d'inflexion aussi. Alors la convexité, je rappelle que f est convexe si et seulement si. Alors on peut regarder que les tangentes, on peut dire que c'est seulement si elle est au-dessus de ses tangentes, ou en dessous de ses cordes, rappelez-vous, ou c'est séquente, c'est pas tout à fait la même chose. Sur l'intervalle, donc là ce serait sur tel ou tel intervalle, on ne sait pas encore, hein, sur quel intervalle. Et sinon, si on passe par les dérivées, donc elle est convexe si f' est croissante, ou bien encore f' est croissante si f seconde est positive, puisque c'est sa dérivée à elle. Donc tout ça, c'est pareil. Du coup, comme on nous donne f seconde, on nous incite quand même là à aller voir plutôt le signe de f seconde. Donc c'est ce qu'on fait. On étudie le signe de f seconde, on voit qu'il y a des exponentielles de partout, donc ça devrait bien se passer. Donc je l'ai fait, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc pareil, là franchement, il y a quand même pas mal de facteurs et de morceaux, entre guillemets. Donc évitez les phrases à rallonge ou les phrases où vous risquez de ne pas vous en sortir. Le plus simple, c'est quand même de faire un tableau. Donc, premier facteur, 30 exponentielle moins x, c'est forcément tout le temps positif. J'ai déjà expliqué ce point-là dans la question d'avant, donc je ne l'explique pas. 5e de moins x moins 1, c'est la seule ligne qui était un peu plus délicate. Parce qu'attention, là, tout n'est pas positif, hein, donc ça peut s'annuler. Donc je l'ai fait en dessous, on va en parler après. La 3e ligne, ce qui est à l'intérieur, on a déjà expliqué que ça ne pouvait pas s'annuler. Et en plus, c'est strictement positif. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas trop dit, ça, mais bon, on peut le dire, hein. E de moins x est strictement positif, donc 1 plus 5 e de moins x aussi, puisqu'on fait que multiplier par 5 et ajouter 1. Et bien sûr, pour tout x. Voilà, ça à la limite, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu rajouter ça. Et donc pour la ligne où j'ai mis une étoile, là, un astérisque, je résous. Rappelez-vous, ce sont des expressions pour lesquelles on n'a pas de règles déjà établies, donc on résout l'inéquation. Normalement, vous savez les résoudre maintenant, donc pareil, je vous laisse en prendre connaissance tranquillement. Et donc on trouve x inférieur à ln de 5. Donc je rappelle que quand je trouve ça, ça veut dire que l'expression de départ, elle est plus grande que 0, c'est-à-dire en plus, avec le signe plus, lorsque x est inférieur à ln de 5, c'est-à-dire avant ln de 5. Donc c'est pour ça que je mets, ici, un plus de ce côté. Voilà, c'est comme ça qu'on remplit. Le moins forcément de l'autre côté, et ça vaut 0 quand x vaut ln de 5, puisque c'est entre le plus et le moins. Sinon, vous vérifiez, hein, quand x vous le remplacez par ln de 5, ça fait bien 0. Donc c'était la seule ligne piège, mais bon, c'est celle qui détermine tout le reste, donc c'est important. Et du coup, f seconde, par la règle des signes, est d'abord positif, ensuite négatif. Et donc, ne pas oublier la dernière ligne, puisque c'est ça qu'on nous demandait, la convexité de la fonction. Vous pouvez faire des phrases, hein, à la limite, pour la dernière ligne, si vous préférez. On en déduit que f est convexe sur le premier intervalle,
et f concave sur l'autre, puisqu'on a f seconde positif, puis négatif. Voilà. Et donc, on demandait les points d'inflexion. Points d'inflexion, je rappelle que ce sont les endroits où on a un changement de convexité. Donc, tout dépend ce qu'on regarde. Si on regarde les tangentes, ben, les tangentes se mettent à passer au-dessus au lieu d'être en dessous et vice-versa. Si on regarde la dérivée, ça veut dire que la dérivée, elle passe de croissant à décroissant ou de décroissant à croissant. Et si on regarde la dérivée seconde, ça veut dire qu'elle change de signe. Donc, elle s'annule au final à cet endroit-là en changeant de signe. Il ne faut pas que vous ayez un 0 entre deux plus, par exemple. Ça ne va pas marcher. Donc là, c'est un point d'inflexion. On a un point d'inflexion, pardon, quand la dérivée change de signe, enfin s'annule en changeant de signe. Et c'est le cas de f seconde en ln de 5. Donc ça veut dire que j'ai un point d'inflexion en ln de 5. De toute façon, on le voit, c'est là où la convexité change aussi. Hein, on passe de convexe à concave en ln de 5. Voilà, et on nous demandait juste de dire... D'ailleurs, je crois qu'on nous demandait même pas où. On nous demandait juste d'expliquer qu'il y avait un point d'inflexion. Bon, tant que j'y étais, j'ai dit en quelle abscisse. Voilà, donc ça, c'était pour la 4, je sais plus quoi, 4B, 4A, 4A. Voilà. Et après arrive la question 4B qui est pas facile. Jusque-là, je considère que c'est du classique, jusqu'à la 4A. La 4B, elle n'est pas évidente, on l'a travaillée, hein, mais là, on ne vous aide pas. Alors, moi, je vous l'ai fait travailler où, en général, on vous mettait sur la piste. Là, on ne vous met pas sur la voie, c'est à vous d'avoir toutes les idées. Donc, on vous demande de justifier que pour tout x entre moins l'infini et ln de 5, on a... Alors là, vous dites, bon, déjà, ça correspond à un des intervalles de mon tableau de convexité. Peut-être un lien quand même. Hein. En plus, c'est la question B dans la question 4 qui parlait de convexité. Donc ça, il faut vraiment que vous arriviez à faire ces liens maintenant, à connecter les questions entre elles et à vous dire, ok, on veut m'amener vers là. Ça peut vraiment vous aider à débloquer. Hein. Donc c'est important. Donc là, on baigne dans la convexité et on nous demande de montrer ça. On nous demande de montrer que f est au-dessus d'une autre fonction. On se dit, quand la fonction elle est convexe ou concave, elle est au-dessus de quoi? Ben, elle peut être au-dessus d'une tangente si elle est convexe, par exemple. Et comme par hasard, entre moins l'infini et ln de 5, elle est convexe. Donc elle est au-dessus de cette tangente. Du coup, on se dit, bon, alors ok, peut-être que 5 sixièmes x moins plus 1, en plus ça correspond quand même à une fonction affine, donc une équation de droite. Est-ce que ce serait pas justement l'équation d'une tangente? L'expression en tout cas, qui donne une tangente. Et bon, ben ok, on se lance. Alors si c'est la tangente, elle doit avoir comme coefficient directeur le nombre dérivé. Ok, la dérivée on l'a, elle est là. Qu'est-ce qui pourrait donner 5 sixièmes? Parce que coefficient directeur, 5 sixièmes. Et là, honnêtement, testez des trucs faciles, parce que vous voyez la tête de f', vous voyez bien qu'il y a des exponentielles partout. Donc à part si vous prenez des x du type ln de quelque chose ou 0, vous allez vous garder des exponentielles. Donc vous avez déjà une petite idée quand même. Donc vous vous dites peut-être que les correcteurs, enfin les gens, les concepteurs plutôt, sont pas si méchants que ça, et vous pouvez tester des faciles, donc 0 par exemple. Hein. Et si je remplace x par 0, ça fait 30 sur 1 plus 5 au carré. Et donc ça fait 30 sur 36. Et 30 sur 36, si je simplifie par 6 en haut et en bas, ça fait 5 sixièmes. Et là on se dit, ah ben banco, c'est le coefficient directeur, donc en 0 ça a l'air de fonctionner. Et donc là on se lance et on calcule l'équation de la tangente en 0. Et on espère trouver 5 sixièmes de x plus 1. Parce que comme c'est une tangente, 0 c'est bien entre moins l'infini et ln de 5, donc comme c'est une des tangentes de l'intervalle, ça voudra dire que la fonction, elle est au-dessus de sa tangente sur tout l'intervalle, comme elle est convexe. Donc ce sera gagné. Alors justement, bah, c'est ce qu'on fait. Alors je vais leur montrer. Voilà, vous voyez, j'ai recalculé, donc j'ai fait f' de 0, f de 0, j'en déduis ma tangente. Comme par hasard, ça fait y égale 5 sixièmes de x plus 1. 0 est bien dans l'intervalle et f est convexe sur cet intervalle, donc la courbe est au-dessus de ses tangentes, autrement dit, f de x est bien supérieur ou égal à 5 sixièmes de x plus 1. Voilà, mais c'est pas une question facile, je le reconnais. Ça aurait pu être plus facile si on vous faisait d'abord calculer l'équation de la tangente en 0. Là, c'est à vous de la trouver et de faire le lien, donc c'est pas si simple. Bon, en tout cas, on peut continuer. Il nous reste une question, enfin une avec deux sous-questions, qui là va traiter des primitives. Donc intéressant, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. En plus, on n'a pas encore trop vu ce que ça donnait dans les sujets de bac. Donc c'est l'occasion. Donc l'idée là, c'est de trouver une primitive de petit f. Et quand vous regardez dans vos tableaux de primitives, vous n'avez rien qui ressemble à ça. C'est pas du prime sur u, c'est pas... Enfin, on n'a pas. Donc on vous aide, on vous donne la forme générale d'une primitive. On vous dit que ce serait
Donc, attendez, je vais enlever tout ça, là, voilà. On vous dit que ce serait ça, et on vous demande de déduire la valeur de k qui donnerait donc une primitive de petit f. Donc ça c'est assez classique. On est censé dériver grand F pour trouver petit f, et on va en déduire la valeur de k en identifiant les deux fonctions. C'est ce que j'ai fait, il n'y avait pas trop de difficultés. Voilà, donc vous voyez, j'ai dérivé la fonction. Je rappelle que ln de u, quand vous dérivez, ça fait u' sur u. C'est comme ça que je suis arrivée à e de x sur e de x plus 5. Et je sais que c'est égal à la fonction f, donc c'est ça. Ah oui, alors de là à là, pour ceux qui ne voient pas ce que j'ai fait, j'ai multiplié par e de x en haut et en bas, pour pouvoir me ramener en fait à un dénominateur qui est la même tête que celui de gauche. Comme ça simplifie vraiment beaucoup l'identification. Et effectivement, j'arrive au même dénominateur, et du coup, je me retrouve avec k fois e de x sur le même dénominateur égale 6 fois e de x, toujours sur le même. Donc j'en déduis que k égale 6 sans difficulté. Voilà, et donc ça me donne une primitive. Bon, donc ça vous donne une petite idée, vous voyez, de la difficulté des questions sur les primitives. Alors, il faudrait en voir d'autres, hein, mais ça vous donne un peu ce qui est donné au bac. Question d'après. Alors la question d'après, vous n'êtes pas encore en mesure de la faire. Je vais juste dire quelques mots, mais ça fera l'objet d'un chapitre ultérieur. Le dernier gros qui nous reste d'ailleurs, il nous en reste d'autres, mais qui sont plus petits. Celui-là, ce sera un gros chapitre, le calcul intégral, qui sert notamment, pas que, mais il sert notamment à calculer des aires sous les courbes. Donc là, on vous demandait de calculer l'aire. Alors en fait, ça correspond entre 0, donc on se place entre 0 et ln de 5. Je ne sais pas combien ça fait ln de 5 d'ailleurs, je vais regarder. Pour être à peu près réaliste dans ce que je vous fais, et 1,6. Ok, on est par là. Donc en fait, on nous demande de calculer... Ah bah oui, c'est le A, justement. Ouais. Voilà, on nous demande de calculer cette aire-là. Voilà. Ça ressemble à un trapèze, mais c'est pas vraiment un trapèze. Et voilà, donc on est un peu... c'est pas si simple, hein. Et en fait, justement, c'est le calcul intégral qui nous permet de faire ça. En gros, quand la fonction est positive, l'intégrale entre 0 et ln de 5, du coup ici, ça nous donne justement l'aire entre l'axe des abscisses et la courbe. Voilà. Bon, j'expliquerai tout ça, hein, évidemment, ça va faire l'objet d'un chapitre, mais c'est juste pour vous résumer ça. Et donc l'intégrale, vous savez pas ce que c'est, donc je vous dis ça, mais ça vous avance pas. Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Donc l'intégrale, c'est ça. Alors j'ai mis des valeurs absolues parce que j'ai bien dit, à l'oral, je vous ai bien dit quand f est positive. Donc la formule générale, elle est avec des valeurs absolues parce que si f n'est pas positive, il faut que ça marche quand même. Donc bon, bref, donc une intégrale, c'est un grand S, là, comme ça. J'expliquerai pourquoi, tout ça, hein. Et donc on dit quand on est entre 0 et ln de 5, c'est pour ça qu'il y a un 0 et un ln de 5 qui sont mis là. Et donc, grosso modo, comment on va calculer notre intégrale dans les cas où ça se passe bien? On utilise une primitive de f. Et oui, voilà. Donc, en fait, pour calculer mon intégrale entre 0 et ln de 5 de petit f, j'utilise grand F, et je fais grand F de ln de 5 moins grand F de 0. C'est pour ça qu'il nous fallait une primitive juste avant. Et c'est pour ça que je vous disais que c'est un chapitre qui va être très très centré sur les primitives. C'est indispensable en fait, hein, puisque la plupart des intégrales, on les calculera, pas toutes, mais une grande partie, à l'aide des primitives. Voilà, et après c'était juste calculatoire, donc vous pourrez regarder pour les plus curieux. Mais pour l'instant, j'en suis pas encore à exiger ça de vous. Il vous manque donc, dans tout l'exercice, il manque une question. Tout le reste, on a fait. Mais bon, cette question-là, il faut qu'on la travaille, hein, néanmoins. Et puis il y a des exercices où il n'y en a plus qu'une, hein, donc bon, ce ne sera pas à négliger, loin de là. Bon voilà, en tout cas pour la partie 1, c'était ça. La partie A, pardon. La partie A, j'ai fini. Et donc, la partie B, sur les équadifs. Voilà. Alors, celle-là, elle m'intéresse un peu plus, déjà parce qu'elle est dans le thème de ce qu'on est en train de terminer, là. Et en plus, parce que, justement, elle se rapproche du modèle de Verhulst, là, dont on parlait tout à l'heure. Parce que, vous le voyez pas, là, mais vous voyez que je peux mettre u de x en facteur. Et j'aurai... alors, je peux même mettre le 1/6. Et du coup, j'aurai 6 u de x moins 1. Oui, c'est ça. Non, j'ai écrit n'importe quoi, pardon. 6 moins... voilà, faut que je me réveille. Donc 6 moins u de x plutôt. Et ça ressemble... Tout à l'heure, on avait des 0, mais c'était le même principe, hein, c'était le même type de fonction, mais avec des coefficients différents. Voilà, donc on est vraiment sur le même type d'exercice. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que ça pouvait être un exo de bac. Et vous allez voir un peu comment c'est présenté.
Donc pareil que tout à l'heure, on a une équadif qui ressemble à celle du cours, mais qui n'en est pas une, hein, à cause du b qui n'est pas une constante, mais une fonction. Et en plus, ça, voilà, c'est pas les fonctions faciles, hein, on a un sixième y carré, il y a même une inconnue à l'intérieur. Donc c'est pour ça que d'ailleurs que c'est pas tout à fait traité de la même manière. C'est pas traité avec la solution particulière et tout ça. Donc, d'abord, on vous fait montrer, cela dit, oui, on vous fait montrer hein, qu'il y a une solution particulière, mais après, vous allez voir qu'on ne se base pas sur ça. On vous fait montrer que la fonction qu'on a étudiée dans la partie A est une solution de l'équation. Bon, ça, normalement, vous savez le faire, donc je vous montre, mais a priori, j'ai rien de nouveau à vous expliquer. Vous ferez juste attention là au y carré, ça veut dire que c'est la fonction au carré, hein. Mais sinon, rien de spécial, il faut la dériver et voir si l'équation est vérifiée. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors, partie B, voilà. Il y a un peu de calcul, mais ça va, honnêtement, ça va. Là, surtout que la dérivée, on nous l'a donnée déjà dans la première partie. Donc évidemment, ne la recalculez pas, c'est comme ça, vous l'avez. Donc on avait f, f', et après, bah, juste j'ai remplacé, j'ai calculé f moins 1 sixième de f carré, et j'ai montré que ça donnait bien f', et donc f est bien solution de l'équation. Ok. Donc ça aussi, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on a une parfaite connaissance, là, quand même, maintenant, d'une des solutions. Donc ça pourra permettre, éventuellement, de vérifier des choses. Puis c'est un joli exercice, quoi. Du coup, vous avez vraiment quelque chose, un exercice qui est très cohérent, avec des liens, mais en même temps, les parties sont quand même faisables séparément. Enfin, il est très bien fait, l'exercice. Deuxième question, ça vous savez faire, j'insiste pas non plus, ça c'est celle du cours, y' égale AY plus B. Bon, vous écrivez vos solutions, bon, j'insiste pas. Donc là, on trouvait, non, pardon, à chaque fois je fais tout défiler, mais j'ai pas la possibilité de faire autrement. On trouvait, voilà, KE de moins X plus 1 sixième. Donc rien de fou. Bon, on sait que les solutions de l'équation, celle-là, sont assez simples à trouver et on les a. Bon, donc vous avez bien compris là qu'on s'intéresse, alors juste, je vais faire un peu plus épais, on s'intéresse donc au départ à cette équation et on va passer par celle-là. C'est ça l'idée, parce que celle-là, on sait la résoudre. Et donc justement, le passage, on vous le fait démontrer là dans le petit a du 3. On vous dit, on pose h égale 1 sur g, donc ça devrait vous faire penser à ce qu'on a fait dans le 34 tout à l'heure. Puisque justement, alors g, là, vous voyez qu'ils sont bien précis dans l'énoncé, ils vous disent g est une fonction dérivable sur r qui ne s'annule pas. Voilà, donc là, on est bien clair là-dessus. Et vous verrez que ça induit une petite chose à la fin, une petite subtilité. Donc g ne s'annule pas, ce qui nous permet de faire 1 sur g. Et donc, on va passer par là. Et donc justement, h c'est 1 sur g, donc on nous dit, montrer que 1 sur g est solution de l'équation, la plus facile, que si, pardon, je vais y arriver, que si 1 sur g est solution donc de la plus facile des deux, alors g sera solution de la plus compliquée. Donc là, encore une fois, pareil, hein, ça veut dire que si on sait résoudre la plus facile, on saura résoudre la plus compliquée. D'ailleurs, ils ont mis un si, on aurait pu faire une équivalence aussi, hein. Bon, là, ils font juste une implication. Donc du coup, on peut le rédiger en disant, on suppose que h est solution de l'équation différentielle, et donc ça donne telle et telle conséquence. C'est ce que j'ai fait. Donc je vais l'afficher là aussi. Voilà, je suppose que 1 sur g est solution de y' égale moins y plus 1 sixième. Donc comme tout à l'heure dans le 34, hein, je remplace du coup dans l'équation le y par 1 sur g. Et là aussi, on fait attention, comme je le disais tout à l'heure, la dérivée est sur 1 sur g au total, pas que sur g. Ce qui veut dire que quand je dérive, ça fait moins g' sur g carré. Et comme tout à l'heure, donc là c'est la deuxième fois qu'on le voit, donc vous allez peut-être commencer à l'automatiser, on pense à multiplier par g au carré pour enlever les fractions et du coup obtenir une forme telle qu'on la souhaite, parce qu'on veut que g soit solution de l'autre équation quand même, hein. Donc on multiplie par g carré, ça nous donne donc ce que j'ai écrit là en dessous, moins g' égale moins g plus 1 sixième de g carré. Et ensuite, juste on rétablit les signes pour avoir g' égale. Et donc on récupère exactement l'équation, je vous rappelle que c'était y' égale y moins 1 sixième de y carré. Donc on a exactement ça, mais à la place de y, on a g, donc g est solution de cette équation. Voilà, donc on vient de dire, en gros, si je sais résoudre la première, je vais savoir résoudre la deuxième, puisqu'il n'y a qu'à inverser. Pour passer d'une fonction à l'autre, je fais 1 sur. Donc du coup, ça va pas être très compliqué. Alors, on va quand même regarder comment est posée la dernière question, ou l'avant-dernière, je sais plus.
Non, c'est la dernière. Voilà, et là on vous dit pour tout réel positif. Vous voyez, c'est ça la petite différence. Ah oui, d'ailleurs, pardon, c'est une subtilité que je vous ai pas, justement, je vous ai pas montré, mais que j'avais écrite. C'est ouf. C'était là. Euh, Ah non, mais non, justement, je l'ai écrite après. Bon, en tout cas, en gros, on vous dit que pour les M, bon, je vais pas encore réafficher parce que, enfin, si, quand même, j'en ai besoin, désolé. Vous allez avoir le tournis à force. Bon, le vertige. Euh, voilà, on nous dit qu'on s'intéresse à cette fonction-là, qui est assez proche, finalement, rappelez-vous la fonction de la partie 1, hein, c'est très proche. Bon, et on nous dit montrer que GM est bien solution de l'équation différentielle. Alors ce qui est pas mal dans cette question, c'est que même ceux qui n'ont pas trop de recul sur l'exercice peuvent s'en sortir. Parce que dans le pire des cas, bah, tant pis, vous retroussez les manches et puis vous le faites, vous dérivez, etc. Et vous allez encore faire finalement comme à la question, c'était la 1, où on montre que telle fonction est solution. Ça peut se faire, donc pourquoi pas, mais c'est pas ce qui était attendu. C'est-à-dire que là, c'est le petit b après le petit a. Donc vraiment, ce qui est attendu là, qu'on apprécie en tant que correcteur, c'est de voir le recul du candidat et de voir que vous faites le lien entre la question A et la question B, justement. Donc l'idée, c'était plutôt de se servir de la A et de dire, bah, ok, je vais me servir des solutions de celle-là et je vais les inverser pour trouver ça. Donc c'est ce que j'ai fait, justement. J'ai plus que ça à vous montrer. Voilà. Donc on utilise ce qui a été démontré à la question 3a. On prend h, une solution donc de celle qui est facile, là, de y' égale moins y plus 1 sixième. Mais on la prend telle que h puisse s'écrire 1 sur g avec g qui ne s'annule pas. Je précise parce que c'est le but. Après, on veut l'inverser. Du coup, ça veut dire que h de x va s'écrire, donc là je prends les solutions qu'on avait trouvées, de celles qui étaient faciles, là, donc k de moins x plus 1 sixième, mais je précise bien que je prends k positif. Pourquoi je fais ça? Parce que si je prends k positif, je suis sûre qu'il n'y a pas de solution, enfin de racine, ça ne vaudra jamais 0. Parce que dans ce cas, je me retrouve avec ça qui est positif ou nul, et ça qui est strictement positif, donc ça ne peut pas s'annuler. Et c'est ça l'avantage, parce que c'est pour ça que je pose k supérieur ou égal à 0, parce que du coup je vais pouvoir inverser le h, sans aucun problème. Et c'est pour ça que dans l'énoncé, il y a cette petite subtilité du M positif. Donc justement, je pose mon truc, bon, avec K positif, et donc, d'après la question d'avant, dans ce cas, 1 sur H, donc je prends l'inverse, elle est bien solution de celle de l'équation de départ. Donc je prends 1 sur H, ok, ça me donne ça. Je simplifie un petit peu, alors il y a juste à multiplier par 6 en haut et en bas, pour avoir une autre écriture. Et là, je me retrouve exactement sur l'écriture qui est proposée dans l'énoncé. Sauf qu'eux, ils ont mis un M à la place d'un K. Bon, c'est pas grave, hein, on s'en fiche, il faut juste changer le nom. Mais on a bien retrouvé les fonctions qu'on nous donnait. Donc on a bien montré que ces fonctions étaient solutions de l'équation de départ avec M positif ou nul. Voilà, voilà qui termine donc l'exercice. Donc celui-là, comme je disais, il était affiché sur 5 points. Dans le... Bon, j'ai pris un truc officiel pourtant, mais je pense que c'est une erreur parce que, à mon avis, il vaut au moins 6 points. Il est quand même assez long. Je sais pas combien j'ai de pages là, moi, dans ce que j'ai rédigé. Il y a 3 ou 4 pages. J'irais même 4, je pense. Donc c'est quand même assez long, avec quelques difficultés. Je pense que t'étais 6 points. Voilà. Mais au moins, ça vous donne une idée. Ceux-là, je les rangerai dans les difficiles, voilà, du bac. Pas forcément les très difficiles, il y en a des plus difficiles, parce qu'il y en a des plus bizarres. Celui-là, il est un peu difficile, mais il n'est pas trop bizarre. On est quand même sur des questions assez classiques pour la plupart. Voilà. Mais voilà, il y a quelques questions qui demandent quand même un peu d'initiative, un peu de recul, donc je le range quand même dans les difficiles, pour vous donner voilà, une petite idée de la difficulté attendue au bac. Voilà, je pense que j'ai assez parlé. Désolée pour la longue vidéo, mais bon, forcément, hein, je fais ça pour qu'on rattrape nos 2 heures de cours. Donc, c'est normal qu'on soit assez proche du temps que ça aurait pris en classe. Donc voilà, j'espère que ça va, en tout cas, que c'est à peu près clair, que vous n'avez pas trop peur de toutes ces notions-là et que petit à petit, les automatismes se créent se mettent à s'ancrer, quoi, dans votre mémoire, j'espère. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers moi s'il y a des questions, donc notez bien les questions et aucun souci, on y répondra en classe. Merci pour votre écoute et à très bientôt.